Donc, je vous invite à accueillir maintenant le président du conseil d'administration de la Maison de l'innovation sociale, Luciano Barin-Cruz, professeur titulaire au département de management de HEC Montréal, directeur du pôle IDEOS, pôle en gestion de l'impact social et directeur exécutif académique de l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, très content d'être avec vous là aujourd'hui. La mission que j'ai gagnée, c'est bien entendu de représenter un peu la mise dans des annonces un peu plus officielles, donc de vous dire merci d'être là à la troisième rencontre. Donc ça, c'est important, bien entendu. C'est important de dire aussi que nous, ce qu'on essaie de faire avec la mise, c'est vraiment pouvoir de plus en plus jouer un rôle actif dans cet écosystème qui est assez important de l'innovation sociale ici au Québec et même au niveau canadien. Et donc, un des grands objectifs, c'est vraiment démocratiser de plus en plus la notion, l'idée, le concept d'innovation sociale, mais aussi d'affronter vraiment avec courage les grands enjeux de société auxquels on fait face. Et c'est justement là que je passe un peu plus, je dirais, à des annonces plus formelles, peut-être une discussion que j'aimerais avoir avec vous là, parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de mon rôle de prof, là. Et donc là, quand j'ai assisté aux conférences, je prenais des notes. J'ai essayé de résumer un peu c'est quoi que ça me faisait sentir un peu, c'est quoi les grands concepts, les grandes notions. Et il y a un certain nombre d'idées que j'aimerais partager avec vous, là. Je sais que normalement, j'ai juste 10 minutes et vous n'avez pas mis les chronos, là. C'est dangereux. Ça, je dirais que c'est dangereux pour un professeur. Donc, je vous conseille vraiment de mettre les chronos. Donc, pour moi, là, et ces discussions, on les fait à la fois à l'intérieur de la Maison de l'innovation sociale, qui essaie d'être bien connectée avec les milieux, mais on les fait aussi au sein de l'université en général. Nous avons une préoccupation assez importante avec les phénomènes de la désinformation. Vous pouvez imaginer pourquoi. Hein? On a une maison de connaissances qui, au moins, on veut générer de la connaissance, on veut être là pour les transmettre. On sait que de plus en plus, il y a d'autres acteurs qui transmettent cette connaissance-là. Et la désinformation, il nous semble que c'est une des racines qui nous amène éventuellement à ces phénomènes de polarisation qu'on voit dans la société. Justement, les plus on reçoit de l'information que peut-être elle n'est pas si basée là sur des évidences. Donc, si elle nous plaît, si elle vient être alignée avec nos biais, là, donc on est content et là, on commence à entrer dans des silos différents, là. Et finalement, on commence à aimer être dans ces silos, hein, parce que les gens sont d'accord avec nous et finalement, on ne discute plus. Ces phénomènes, ce n'est pas juste nous, là, qui disent qu'il faut se préoccuper. En fait, quand on regarde le Forum économique mondial, là, chaque année, il fait sa liste là, de quels sont les 10 risques les plus importants pour les 2 prochaines années, mais aussi pour les 5 et 10 prochaines années. Et la polarisation, c'est un de ces enjeux qu'il y a 3-4 ans, il apparaissait presque même pas, et que maintenant, il est là, il est présent parmi ces 10 enjeux les plus importants pour le développement économique. Donc, on ne parle même pas pour le bien-être en société, mais pour le développement économique. Et alors, on se préoccupe avec la polarisation. Et on se préoccupe encore plus parce qu'on n'est pas très sûr sur comment l'aborder, en fait. On commence à apprendre. Ce n'est pas comme s'il y a une littérature abondante qui a compris tous les mécanismes qui nous amènent à cette polarisation et qui nous amènent à savoir, voilà comment on va résoudre cette polarisation-là. Et donc, je pense que ce que la mise, elle essaie de faire depuis l'année passée avec les duos improbables, c'est justement un exercice d'expérimentation. Bien la vocation de la MISC, c'est d'expérimenter des choses, c'est d'essayer sur le terrain. Donc, faire des duos de ce type qu'on vient de voir là aujourd'hui, je salue encore ma collègue Dominique d'avoir eu le courage de le faire. Justement, c'est une de ces mécanismes que nous avons à disposition. Et je salue aussi Richard d'accepter les défis, de venir ici, dans un endroit dans lequel probablement il peut imaginer qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne pensent pas comme lui que des gens qui pensent comme lui, et accepter les défis d'être avec Dominique et faire ça. Je pense que, comme vous, là, moi, j'étais dans l'inconfort. Moi, je l'écoutais, là, je voulais sauter. Okay? Mais là, j'ai repris mon chapeau de professeur, de chercheur, et je disais, il faut que je sois analytique.
Okay? Il faut que je réfléchisse. Il faut que j'essaie de décortiquer quels sont les mécanismes, en fait, que chacun essaye de mobiliser dans ces discours-là. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il faut que de plus en plus on fasse ces genres d'exercices-là. Je pense qu'on est juste au début. Je pense qu'il faut d'abord qu'on réapprend à être dans l'inconfort. Je pense qu'on a perdu ça, justement. Et justement, les médias sociaux, ils n'aident pas, ils nous mettent en silo. Ils nous mettent dans nos biais, là, c'est-à-dire on écoute les choses qu'on aime, et les choses qu'on n'aime pas, on ne veut pas les écouter. Et je pense que nous aussi, on doit vous aider, Maison de l'innovation sociale. Quand je dis nous, l'université et d'autres acteurs de la société civile, à de plus en plus créer des mécanismes, créer des moyens dans lesquels les gens puissent être dans les débats. Que les gens apprennent à débattre, apprendre à écouter, apprendre à être en désaccord éventuellement, et pas parce qu'on est en désaccord qu'on va se tuer. Okay? On peut être en désaccord. Je pense qu'il y a un but de l'exercice, quand je le voyais là, Richard et Dominique faire, je me suis dit, peut-être on peut s'inspirer aussi un peu de ce que nous, on fait en tant que chercheurs. Nous, en tant que chercheurs, la première chose qu'on apprend, c'est qu'on doit toujours, d'abord et avant tout, se douter des données qu'on observe. Okay? Et qu'on doit les questionner. Et un des principaux exercices que j'adore faire, et les gens qui travaillent avec moi là vont le dire, c'est toujours, quand il y a un argument, même que ce soit mon argument, de réfléchir c'est quoi les pour et c'est quoi les contre de cet argument. Ça, c'est un biais professionnel. Quand on fait de la recherche, on trouve un résultat. La première chose qu'on doit faire, on doit les déclarer dans les articles scientifiques, c'est quelles sont les boundary conditions. À l'intérieur de quelles conditions c'est vrai ce qu'on dit. Okay? Quelles sont les limites de ce qu'on dit? Et juste le fait de se poser cette question, d'essayer de trouver des réponses alternatives, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait recréer cette attitude de ne pas vouloir être toujours certain, mais de se poser des questions. À la fin, ça se peut que je reste et je pense quand même que ma position initiale, c'était la bonne. Il n'y a pas de souci. Au moins, je passais par cet exercice-là. Au moins, je serais capable de comprendre que oui, il y a des gens qui peuvent penser autrement que moi. Je pense que ça, c'est un exercice qu'on commence à essayer de faire avec les duos improbables, qu'on réfléchit énormément à les réintroduire ici à HEC, par exemple, dans certains mécanismes en classe, dans certains mécanismes hors classe, pour que nos étudiants, les jeunes qu'on a parlé là, qui font face de plus en plus à la désinformation, qui font face à cette polarisation, ils réapprennent à développer une compétence. Là, on ne parle pas d'un contenu qu'on a à passer à un étudiant ou à une personne, mais d'une compétence qu'on doit développer pour toute la vie. Ça, c'est le premier grand point que je voulais explorer avec vous et vous passer un peu comme une proposition. Même si vous vous sentez attaqué après ce que vous venez de voir, même si vous vous sentez dans l'inconfort, essayez de réfléchir pour une seconde, accepter ce sentiment-là et penser, OK, mais est-ce qu'il y a des mécanismes comme ça qu'on doit développer de plus en plus dans la société pour qu'on puisse rapprocher les gens un peu plus, pour qu'on puisse réapprendre à écouter et voir les pour et les contre des choses. Je pense qu'il reste une grosse question, peut-être tout le monde se pose ici, c'est où est-ce qu'on trace la ligne, n'est-ce pas? C'est quoi la ligne dans laquelle on ne peut pas passer, en fait? Moi, je n'ai pas cette réponse-là. Je n'ai pas cette réponse à vous donner. Là, je pense que ça nous prend à expérimenter plus. Là, j'ai des intuitions, des choses que je pense où on devrait arrêter. Je pense que Dominique a essayé de dire là qu'il y avait certaines choses qui, pour elle, elle ne pouvait plus dépasser. Là. Mais je pense que ça, c'est une réflexion collective à le faire. Mon deuxième point, et je vous ai dit, là, c'est 10 minutes déjà. Donc là, mon deuxième point, vraiment, et je vais le faire vite, c'est de vous dire que l'innovation sociale, à mon avis, peut-être vous allez voir les discours du professeur de management ici, du professeur d'une école de gestion, je pense qu'on les voit toujours comme quelque chose d'essentiel dans la société pour des raisons morales. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il y a assez de raisons que j'appellerais business pour qu'on s'intéresse à ça. Moi, je vous inviterais à prendre un des classiques qu'on utilise en gestion et en business, qui c'est les analyses des risques et opportunités. On parle de plus en plus que c'est important d'innover, n'est-ce pas? On parle de plus en plus que la technologie va nous submerger avec tout ce qui vient avec.
Mais on sait depuis des décennies que quand on met en place ces innovations technologiques et économiques, ça vient aussi avec des externalités. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces mots-là, que les économistes aiment bien parler, des externalités sociales et environnementales. Et si elles existent, ça veut dire qu'il y a des mécanismes pour justement gérer les risques associés à ces externalités-là. Donc, je pense que l'innovation sociale, oui, pour les organisations, pour les corporations classiques, elle devrait être vue comme un mécanisme de gestion des risques, comme un mécanisme de gestion des opportunités. J'espère que je ne vous choque pas, OK? Oui, oui. Je pense que ça, c'est une des choses que nous, en gestion, on veut apporter. Oui, les organisations classiques, elles devraient faire de l'innovation sociale aussi. Oui, il y a le côté impact aussi. Le côté qu'on appelle dans les jargons de la double matérialité aussi, c'est-à-dire je me préoccupe par les risques et les opportunités, mais je me préoccupe aussi par l'impact. C'est quoi que moi je fais pour changer la donne? C'est quoi que moi je fais pour faire en sorte que les inégalités sociales auxquelles on s'attaque, les grands enjeux de société, ils ne continuent plus à être des enjeux? C'est quoi notre contribution là-dessus? Oui, il y a l'impact. Mais s'il y a peut-être une idée, peut-être un peu différente, que je voulais vous laisser ici par rapport à l'innovation sociale, c'est de l'importance de l'intégrer aussi comme un mécanisme de gestion pour les organisations plus classiques, à but lucratif, mais qui peuvent l'utiliser en fait comme une gestion des risques et d'opportunités. Je pense que comme ça, on va de plus en plus tenir un discours et une pratique qui va dire l'innovation sociale n'est pas un nice to have. Ce n'est pas simplement quand on a de l'argent philanthropique, quand ça nous reste de l'argent philanthropique, mais ça doit être intégré dans les discussions des comités de direction. Parce que la première chose qu'ils regardent chaque semaine, c'est quoi? La matrice des risques, n'est-ce pas? Et ensuite, quand ils vont penser à leur plan stratégique, c'est quoi qu'ils regardent? La matrice des risques, n'est-ce pas? Pour se tracer après des objectifs. Donc, si on veut être stratégique aussi, si on veut faire en sorte que ce n'est pas un nice to have, mais quelque chose qui est vraiment intégré de plus en plus dans notre société, il faut qu'on intègre ça dans les choses qui sont valorisées. Et je pense qu'on a assez d'arguments pour penser que oui, l'innovation sociale peut être la solution à plusieurs de ces externalités auxquelles on fait face. Sur ça, j'ai fait 13 minutes, je pense. Donc, je vous remercie de l'attention et profitez encore de l'événement.